Visite de 2 membres du gouvernement ce matin à Samaya, cercle de Kangaba. Le déplacement fait suite à l'effondrement d'une mine à Kobadani vendredi dernier, faisant plusieurs victimes. Les ministres s'y sont rendus pour présenter les condoléances des autorités de la transition aux familles des victimes. Le président de la transition du Faso, Ibrahim Traoré, reçoit en audience les membres du CNT en visite à Ouagadougou. La délégation malienne a fait le point des différentes rencontres auxquelles elle a pris part. Plus de précisions dans cette édition avec nos envoyés spéciaux. Le plan de réponse humanitaire de 2024 est lancé. À l'occasion de cette cérémonie, le bilan de l'année écoulée a été fait, ainsi que les projections pour cette année. Au Mali, plus de 4 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition. Nous recevons à l'entame de ce journal le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, la lecture de 2 communiqués du gouvernement. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de 2 communiqués. Communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus hautes autorités algériennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend à témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part, la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion
pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie, lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda, qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde, sous respect des principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressé aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes épris de paix,
et de justice annoncé par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Monsieur le ministre, merci. Nous poursuivons cette édition à l'intérieur du pays. Vendredi dernier, l'effondrement d'une mine à Kobadani, dans le cercle de Kangaba, a fait plusieurs victimes. Ce matin, 2 membres du gouvernement se sont rendus au village de Samaya pour présenter les condoléances du président de la transition et du gouvernement aux familles endeuillées. Nos envoyés spéciaux sont Djemba Moussa Konate et Salif Maïga de l'ORTM Koulikoro. Sur le site de la société minière Toubani Resources, c'est l'émoi et la tristesse suite à l'effondrement d'une mine à Samaya, Kobadani, il y a 72 heures. Le bilan est très lourd, des dizaines de morts et un rescapé. Suite à cet événement malheureux, 2 membres du gouvernement concernés par la gestion des sites miniers se sont rendus sur le lieu avec un double message. Constater les dégâts et présenter les condoléances des autorités aux familles endeuillées. Et nous avons trouvé une communauté digne qui a su faire face justement aux premiers secours à apporter aux victimes. Et donc nous les saluons pour cela. C'est une situation extrêmement difficile que nous rencontrons dans la plupart de nos sites d'orpaillage. Il est évident que nous devons appeler tous les acteurs à beaucoup plus de vigilance, à beaucoup plus de bonne conduite sur les sites qui sont dangereux pour faire en sorte que les mesures de sécurité puissent être respectées et faire en sorte que les gens ne constituent pas des dangers pour leur propre vie et pour la vie des autres. L'exploitation minière n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Le constat est fait sur ces sites. Et le ministre en charge de la question d'insister sur le respect des normes environnementales. C'est l'occasion pour moi d'appeler l'ensemble des intervenants, des acteurs du secteur minier à la vigilance, au respect des règles d'hygiène et de sécurité dans le travail. C'est vraiment capital, c'est très important. Et au niveau du ministère de l'Environnement, nous allons encore dynamiser en tout cas les outils techniques qui sont chargés du contrôle et du respect des mesures d'hygiène et de sécurité, en tout cas sur les différents sites. La délégation a remis une enveloppe symbolique aux notabilités de Samaya pour des sacrifices en la mémoire des disparus. Le ministre des Mines a rappelé que le nouveau code minier prévoit un organe d'encadrement et de surveillance des sites d'exploitation pour le bon fonctionnement du secteur. À présent, direction Ouagadougou, où le président de la transition, Ibrahim Traoré, a reçu en audience la délégation du Conseil national de transition. Elle est allée partager avec le chef de l'État du Faso les conclusions des différentes rencontres. Auparavant, Maliens et Burkinabés s'étaient rencontrés pour faire la synthèse des premiers échanges. Le récit de nos envoyés spéciaux, Bourama Traoré, Adama Kamara. Avec la délégation du Conseil national de transition, le président Ibrahim Traoré est presque en famille. Naturellement, l'accueil et les échanges ne peuvent qu'être fraternels. Mais au-delà, les pouvoirs législatifs et exécutifs ont une parfaite identité de vie sur la situation sociopolitique, sécuritaire au Mali et au Burkina Faso. Des questions largement évoquées au cours des différentes rencontres. Les échanges ont porté sur quelques conclusions de nos travaux. Mais la forte recommandation a été que nos 2 États, à travers leurs chefs d'État, puissent accélérer et aider la République sœur du Niger dans la mise en place de leurs organes législatifs et de s'imprégner des expériences et de mutualiser les connaissances et les dispositifs mis en place déjà dans les 2 pays pour aller rapidement dans la diligence de la nouvelle organisation sous-régionale relative à la gestion des défis dans le Sahel, qu'est l'Alliance des États du Sahel.
nous sommes venus dire à son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition chef de l'État, la volonté de nos parlements dans la dynamique de l'AES de se rapprocher davantage afin d'harmoniser nos procédures, mais aussi de voir comment, dans le rapprochement de nos populations, comment nous pouvons travailler afin que nos textes soient plus harmonieux pour que nos populations puissent se rapprocher davantage. Avant cette audience, les délégations maliennes et burkinabées s'étaient retrouvées pour la synthèse des travaux des différentes commissions. Pour la partie malienne, l'exercice a tout simplement été bénéfique. Au terme de nos travaux, nous vous exprimons notre grande satisfaction quant à nos attentes. La recommandation qui nous concerne au niveau le plus haut a été la mise en place diligente et efficace d'un cadre de travail permanent organisé entre le Conseil national de transition, l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso et l'organe de transition futur de la République sœur du Niger. Il a été aussi préconisé de la poursuite des échanges à travers les commissions par tout moyen et toute voie. Si les attentes de la délégation du CNT sont comblées, mission également accomplie pour celle de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Les échanges ont été riches d'enseignements. La création de l'Alliance des États du Sahel, si on ne l'avait pas créée, on aurait échoué. Et nous le savons, parce que même sur le terrain, la coopération, elle est efficace. Et nous voyons des résultats. Bref, c'est pour vous dire qu'à mi-parcours de la mise en œuvre de notre programme de travail, les objectifs ont été largement atteints. D'un constat général, ce voyage de partage d'expérience est perçu comme un témoignage éloquent que les deux parlements peuvent travailler ensemble pour conforter les politiques des pouvoirs exécutifs. Nous restons avec la délégation du CNT qui poursuit donc sa visite de travail après les commissions en charge de la défense, des affaires étrangères et des finances. Celle des lois était au cœur des échanges entre Maliens et Burkinabés. Il s'agit pour chaque délégation de partager son expérience en matière d'examen et d'adoption des lois. Nous retrouvons nos envois spéciaux. Nécessaire, instructif et constructif. Maliens et Burkinabés ne manquent pas de qualificatifs pour décrire l'importance de l'exercice qui les réunit. En débat, les commissions en charge des lois constitutionnelles du CNT et des affaires institutionnelles de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Une tribune de partage de connaissances entre les deux commissions pour un meilleur fonctionnement des institutions parlementaires dans les deux pays. Comment est-ce qu'on peut s'enrichir mutuellement, comment on peut échanger nos expériences afin de voter pour nos différents pays des lois consensuelles et des lois qui ont des portées de nature à contribuer au mieux-être des populations. Donc il était bon pour nous de savoir un peu comment la commission des lois du Mali fonctionne pour pouvoir nous inspirer un peu de ce qui est fait à leur niveau et pour également nous enrichir. Et vraiment, nous avions appris beaucoup de choses de nos collègues maliens. Maliens qui semblent également tirer profit de ces échanges directs. Une dynamique appelée à se renforcer afin de permettre aux populations de se reconnaître plus dans le travail des parlements. Le Mali est venu ici au Burkina partager son expérience d'adoption de sa loi électorale et s'enquérir bien sûr auprès de ses homologues du Burkina par comment est-ce que les différentes lois organiques régissant les différentes institutions de la République burkinabé sont bien entendu adoptées. Avec l'adoption de la nouvelle constitution du Mali du 22 juillet 2023, nous sommes en train aujourd'hui d'attendre sur la table du Conseil national de transition les projets de loi organiques régissant les nouvelles institutions de la République consacrées par la nouvelle constitution. Et donc le Mali est venu pour voir dans quelle mesure permettre à ce que ces institutions, dans la pratique et l'effectivité de leurs fonctions,
puisse apporter beaucoup plus de résultats, beaucoup plus d'efficacité. Et sur toutes les questions quasi importantes de la vie de la nation, nous avons souhaité nous enquérir de leur expérience, de comment la Commission a procédé pour arriver au résultat aujourd'hui escompté, pour que nous puissions voir aussi au Mali quelles sont les approches que nous pouvons prendre de meilleures dans cette approche burkinabé, pour que pour nous également, tous les Maliens puissent se retrouver dans le travail parlementaire que nous menons tous les jours. Pour ce faire, Maliens et Burkinabés entendent poursuivre et intensifier les échanges sur des sujets d'intérêt commun, avec comme seul fil conducteur la prise en compte des aspirations des peuples dans l'adoption des lois. Ici, au Mali, pose de la première pierre de la phase d'extension de l'école fondamentale de Kambila, un engagement du colonel Assimi Goïta, président de la transition. Il s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du chef de l'État. Commentaire Boubacar Bablé-Touré. Ces coups de truelle du ministre de l'Éducation nationale et du conseiller spécial du président de la transition chargé des œuvres sociales marquent le démarrage des travaux d'extension de l'école fondamentale de Kambila. Dans 3 mois, sortira de terre sur cet espace 2 blocs de 3 classes chacun, 4 latrines et une salle de professeurs. L'initiative s'inscrit dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Le président de la transition a compris que l'école c'est le ciment de la République. On parle du Mali Koura, mais le Mali Koura a son savoir et son savoir-faire et son intégration dans la société à l'école. Donc c'est ça que le président de la transition a compris par la construction aujourd'hui de 6 salles de classe, 3 salles pour le premier cycle, 2 et 3 salles pour le second cycle, une direction et des latrines pour les élèves et les enseignants. Il y a de cela quelques semaines aussi, on a inauguré 6 salles de classe dans les communes de Kangaba et de Bafoulabé. Des salles de classe équipées de tables-bancs, des directions. Tout ça, c'est pour dire que le président de la transition a un œil sur l'enfant malien en général et sur l'écolier, pour qu'il ait son savoir et son savoir-faire, pour qu'enfin le Mali Koura puisse avoir son bonheur à partir de l'école. Avec la construction de ces nouvelles salles de classe, finit les longs trajets pour les enfants de Kambila à la recherche du savoir et l'effectif pléthorique dans les classes. Une situation dont se réjouit en premier lieu les populations de la localité. Nos enfants, devrais-je dire, des logements sociaux pourront accéder au savoir à proximité désormais sans avoir parcourir des risques d'accident ou autres dangers en se rendant dans les centres d'apprentissage qui leur étaient les plus proches. Pour le ministre de l'Éducation nationale, cette action traduit l'intérêt manifeste des plus hautes autorités de la transition à faire face à la question des infrastructures et équipements scolaires. Qu'il me soit permis, au nom des bénéficiaires et au mien propre, d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour toutes les actions entreprises sous son leadership en faveur de l'école malienne. J'engage l'entreprise chargée de l'exécution des travaux à la diligence et au professionnalisme. Pour ma part, je veillerai à la qualité et à la conformité des infrastructures aux normes et standards en la matière. Pour mémoire, ces travaux d'extension de l'école fondamentale de Kambila complètent à 4 les établissements scolaires réhabilités et renforcés à l'intérieur du pays dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. Voilà un reportage signé Boubacar Bablé-Touré. La délégation spéciale de la mairie de Bamako a rencontré ce matin le ministre d'État. La rencontre, qui est une première, vise à recueillir les orientations du colonel Abdoulaye Maïga dans le cadre de l'assainissement de la ville de Bamako. Boubacar Bablé-Touré pour plus de précisions. Installés dans leurs fonctions il y a de cela une semaine, les membres de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako rencontrent pour la première fois le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une rencontre qui vise à recueillir les propositions et orientations du ministre sur la mission à eux confiée. Mission qui se résume à rendre coquette la ville de Bamako, une instruction du président de la transition. Au nom de nos plus hautes autorités, premier chef
Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, vous transmettre ces chaleureuses félicitations pour le choix porté sur vous. Sur bien entendu 22 millions d'habitants que compte notre pays. Je voudrais ici juste rappeler que les défis concernant le district de Bamako sont énormes. Bamako est une ville extrêmement sale, ce qui ne nous honore pas. La mauvaise gouvernance du district de Bamako, qui a conduit, bien entendu, à la mise en place de cette délégation spéciale, est une réalité confirmée par différentes missions d'inspection, des missions de contrôle, des missions du vérificateur général. Je tiens également à rappeler que l'objectif du chef de l'État, bien entendu, de promouvoir la bonne gouvernance dans toutes les structures publiques, également de satisfaire les usagers. Grands sont les défis, mais pas insurmontables s'il y a la volonté et l'accompagnement des autorités de la population, dira le président de la délégation spéciale du district de Bamako. L'équipe qui est là, les membres de la délégation spéciale, est déterminée pour atteindre des résultats positifs. Tout sera mis en œuvre pour que dans les meilleurs délais, Bamako ait un autre aspect que l'aspect que tout le monde constate, que tout le monde regrette. À peine installée, la délégation spéciale a déjà engagé quelques résultats tangibles. D'abord, sur le plan assainissement. Pendant 5 jours, une grande opération d'assainissement, de ramassage des ordures a été organisée au niveau des halles de Bamako. Au niveau même des marchés. C'était un grand désordre. Mais quand vous devez vous occuper des marchés, il faut d'abord savoir quelle est la situation. Comment ça se présente? Quels sont les gens qui occupent le marché? C'est ça qui a poussé à l'organisation d'une opération de recensement et de recouvrement. Pour accomplir cette mission combien difficile, la délégation a été mise en place pour une durée de 6 mois renouvelable. Je l'annonçais dans le sommaire, au Mali, plus de 4 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. L'information est donnée aujourd'hui au cours de la cérémonie de lancement du plan de réponse humanitaire 2024. Reportage Sokuna Kamisoko. Cette année, pour secourir les 4,1 millions de personnes sur toute l'étendue du territoire national, les acteurs de l'État et les partenaires humanitaires cherchent à mobiliser plus de 42 milliards de francs CFA. Cette somme, une fois mobilisée, doit servir de fonds pour sauver et préserver la vie et la dignité des populations vulnérables affectées par la crise humanitaire ou par des catastrophes naturelles. Cette année, en 2024, le plan de réponse humanitaire a 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de sauver et préserver la vie et la dignité des personnes ayant des besoins critiques dans les zones de difficulté. Le deuxième, c'est d'assurer un accès minimal et équitable de la population aux services sociaux de base. L'année 2023 aura été marquée par la crise sécuritaire qui a occasionné le déplacement des milliers de personnes. À cela s'ajoutent les effets du changement climatique qui sont à l'origine de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition. Face à ces préoccupations, des réponses appropriées ont été apportées. L'apport des actions humanitaires a été rendu possible par la mobilisation de 201 millions de dollars américains sur les 751 millions de dollars américains qui étaient cherchés par le plan de réponse humanitaire pour 2023. Le gouvernement de la République du Mali mesure à sa juste valeur l'importance de ce document stratégique qui permet de maximiser l'impact des interventions humanitaires des partenaires dans notre pays. En 2023, les acteurs humanitaires en collaboration avec le gouvernement ont pu porter assistance à 2,8 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui ont vu leur vie sauvée et leur souffrance atténuée grâce aux efforts des travailleurs humanitaires en soutien à la réponse nationale. Le gouvernement remercie tous les partenaires humanitaires et de développement qui ont contribué à réduire la vulnérabilité des Maliennes et des Maliens.
En 2024, il s'agit pour les acteurs de l'État et les partenaires humanitaires de consolider les acquis et de mener à bien les chantiers déjà ouverts afin d'atteindre les objectifs assignés à la communauté humanitaire. La journée internationale des douanes, c'est ce 26 janvier. Les activités auront lieu à Samanco, à la Direction générale des douanes. À l'occasion de cette journée, le ministre de l'Économie et des Finances, dans son message, félicite les soldats de l'économie pour les résultats obtenus et les réformes en cours. La synthèse du discours du ministre Alouseni Sanou avec Hawa Ditma Kamara. La Journée mondiale des douanes édition 2024 se tient à un moment où les soldats de l'économie malienne sont engagés dans une vaste réforme afin de répondre aux autorités de la transition. Dans un contexte géopolitique marqué par des crises, les douanes maliennes se doivent de relever les défis liés aux évolutions technologiques, environnementales, sanitaires et sécuritaires. C'est ce qui justifie d'ailleurs le choix du thème pour une douane mobilisant ses partenaires historiques et nouveaux autour d'objectifs précis. Un thème assez évocateur au regard des enjeux qui interpellent les administrations douanières. En ces temps de mutation, les administrations douanières sont appelées non seulement à renforcer et à consolider les relations avec leurs partenaires historiques, notamment les opérateurs économiques du secteur privé, mais aussi à forger activement de nouveaux partenariats non conventionnels autour d'objectifs précis en adéquation avec leurs missions et valeurs pour des avantages réciproques clairement identifiés. Le ministre Sanou a saisi l'occasion pour féliciter les soldats de l'économie malienne pour les résultats obtenus en 2023, une dynamique qui doit être maintenue pour une administration douanière plus compétitive et performante. Je voudrais saisir cette occasion pour adresser à tout le personnel des douanes mes sincères félicitations et celles des plus hautes autorités de la transition pour les résultats atteints cette année en termes de mobilisation des recettes dans un contexte national et international difficile, en termes de lutte contre la fraude et les trafics illicites ou en termes de mise en œuvre des réformes structurelles et procédures tendant à moderniser les douanes maliennes. Enfin, je voudrais les exhorter à persévérer dans l'effort pour consolider les acquis et continuer de relever les défis dans l'intérêt supérieur de la nation. La célébration de la journée des douanes sera marquée par la remise de distinctions à des agents, la destruction de produits prohibés saisis, entre autres. Nous retournons à l'intérieur du pays où les populations vulnérables et réfugiés de la région de Kidal reçoivent des dons de produits alimentaires à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Reportage Sidi Elmidi Ag Al-Bakar. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une réponse d'urgence aux défis auxquels sont confrontés les ménages vulnérables et les réfugiés dans la région de Kidal. Lancée par le chef de l'exécutif régional, le général de division Al-Haj Gamou, elle va toucher toutes les couches démunies de la 8e région. Je suis là, gouverneur de la région, avec toute l'administration et les forces de sécurité et de défense, pour en tout cas commencer la donation aux déplacés maliens qui sont à Kidal, des autres régions du Mali et en même temps la population de la région de Kidal. Inch'Allah, tout le monde va bénéficier. C'était vraiment un appui spécial du président de la transition, colonel Assimi Goïta, pour la population déplacée et la population quand même de Kidal. Cette opération de grande envergure vise à atténuer les souffrances des populations vulnérables de Kidal. Quand nous avons reçu les envoyés du gouverneur, nous n'avions plus de quoi manger à la maison. Nous sommes vraiment reconnaissants envers les autorités de la transition. Nous n'avons pas de mots pour remercier les autorités qui ont initié cette donation car elle est venue à point nommé. Organisée dans l'enceinte du gouvernorat en présence des autorités régionales, les forces de défense et de sécurité, les services techniques concernés et les bénéficiaires.
Le bureau exécutif national du collectif intégrateur des Imouchag et alliés de la région de Tombouctou a tenu à Tombouctou une journée de réflexion. Cette rencontre a été sanctionnée par un manifeste pour la paix et la cohésion sociale et la remise d'un chèque géant en soutien aux aigles du Mali. Yaya Tandina. C'est une journée de réflexion initiée par le collectif intégrateur des Imouchag et alliés de la région de Tombouctou, SIAT. L'objectif visé est d'apporter sa contribution à travers un manifeste pour la paix et la cohésion sociale. La rencontre a été sanctionnée par un document appelé Manifeste du SIAT et remis au gouverneur de la région de Tombouctou. Renforcer la collaboration de l'État avec les plateformes associatives représentatives des communautés dans une dynamique de solidarité active. Organiser sous la responsabilité du gouverneur un forum des forces vives de la région de Tombouctou pour une appropriation communautaire du dialogue intermalien en vue d'un engagement de toutes les forces vives. Le collectif intégrateur des Imouchag et alliés réitère son accompagnement dans le cadre de sa convention avec Irganda à organiser un grand forum des nomades et sédentaires, la résolution de toute velléité d'exclusion ou d'amalgame. Les participants de cette journée venus des 5 cercles de la région et composés en grande partie des légitimités traditionnelles et élus de ce rassemblement communautaire ont salué l'initiative. À rassurer les plus hautes autorités à s'impliquer au nom de toutes les légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou, à faciliter l'implication des légitimités traditionnelles en ce qui concerne les dialogues intermaliens. Depuis la création de votre collectif, vous ne cessez, à travers fora, dons de matériel et de vivres, participation de vos responsables aux rencontres d'intérêt régional et national, de vous positionner comme un des organismes communautaires qui plaident en faveur de la paix, de l'unité nationale, de la cohésion sociale et tant au niveau régional que national. Votre accompagnement et votre soutien sans ambiguïté au profit des autorités de la transition force admiration et encouragement. La journée a été aussi marquée par la contribution des représentants des différentes composantes ethniques de la région à travers des propos de paix et de cohésion sociale. Le collectif intégrateur a remis un chèque géant de 3 millions de francs CFA au chef de l'exécutif régional en soutien aux aigles du Mali. Un tableau de reconnaissance a aussi été remis au gouverneur pour ses efforts de collaboration avec les légitimités traditionnelles de la région. La coalition citoyenne de la société civile pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt de la décision du président de la transition dans son adresse au peuple malien du 31 décembre 2023 d'organiser dans les meilleurs délais un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Convaincu qu'un dialogue franc, ouvert et direct tel que proposé reste incontournable pour trouver une solution durable à la crise multidimensionnelle qui perdure dans notre pays depuis 2012. La coalition salue donc cette volonté d'appropriation nationale du processus de paix, une recommandation qu'elle avait formulée depuis 2019, il y a de cela 5 ans, dans son 3e rapport alternatif citoyen. Toutefois, conformément à ses missions de veille, d'alerte et d'interpellation, la coalition attire l'attention des autorités de la transition sur la nécessité de tirer les leçons des nombreuses forats précédents qui, malgré la pertinence de leurs centaines de propositions, n'ont pu conduire à cette paix durable à laquelle le peuple malien aspire tant. Ici, à Bamako, le collectif Ogobanya, le festival Ogobanya, bat son plein. Hier, une délégation ministérielle a visité les stands. Selon les visiteurs, l'initiative est à perpétuer car c'est un véritable moment de cohésion sociale qui magnifie la diversité culturelle du Mali. Visite suivie par nos reporters Abibatou Ditkoyan Diakité et Toumani Diabaté. Quand la diversité culturelle se manifeste dans toute sa splendeur, cela donne ça. 6 ministres de différentes ethnies, ensemble en visite sur le site du festival Ogobanya. Nous sommes ici dans le cadre
de la solidarité gouvernementale, mais également pour magnifier la solidarité entre toutes les ethnies. Et ce festival-là est une très bonne démonstration de la solidarité, de la cohésion et de l'amitié entre toutes les ethnies du Mali. C'est un festival institué par les Dogons, mais toutes les ethnies du Mali se retrouvent et ont un espace dédié pour chaque ethnie ici. Et je trouve ça extraordinaire. C'est un bon espace de cohésion pour imbriquer la culture, pour rappeler à la jeunesse quelle est la culture, pour faire en sorte que ceux qui ne peuvent pas se rendre sur les sites où il y a véritablement tous ces secrets culturels qui viennent à nous jusqu'à Bamako ici, et pour qu'on puisse s'en imprégner et en apporter aussi comme cadeau à la famille. Et surtout, c'est fait à l'adresse de la jeunesse. Je trouve que ça, c'est formidable et c'est un haut lieu d'enseignement culturel pour notre jeunesse. Après le bonjour traditionnel au Ogondogon, la délégation a fait le tour des stands. Et le premier responsable du département de la jeunesse, visiblement comblé, dira qu'il a apprécié cette diversité qui apporte l'unité et la cohésion au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, ce festival réunit toute la crème du savoir-faire malien. Et ça, c'est important. Nous avons le savoir-faire dans notre tradition. Nous avons vu tout à l'heure le Toguna qui montre à peu près comment nous on gérait le conflit avant. Nous avons vu toute la diversité par rapport à l'habillement, par rapport à la construction. Et également, je pense que ça doit nous donner des leçons. Pour nous dire qu'aujourd'hui, le fait de dire que j'appartiens à telle communauté, en réalité, tu appartiens à une communauté et à toutes les communautés à la fois. Et à travers ce festival, vraiment, je pense que nous véhiculons également un message pour montrer que les Maliens aujourd'hui sont toujours dans l'union, dans le savoir-faire et également l'accueil des autres. Montrer ce que nous faisons de bien ici et que nous gardons, parce que notre tradition, c'est nous. C'est notre identité et nous devons vivre avec ça. Il est vrai que ce festival n'est pas que Dogon. Peul, Tamashek, Bambara, pour ne citer que cela, accompagne la communauté Dogon dans son initiative. Nos voisins burkinabés et nigérians aussi sont de la fête. Et puisque nous sommes aux portes du week-end, si cela vous intéresse, sachez que des concerts géants sont prévus sur place. Voilà, au Gobagnan, c'est jusqu'au dimanche. Faites-y un tour. Première session statutaire ordinaire de la conférence épiscopale du Mali, le bilan du 52e pèlerinage chrétien catholique du Kita, celui des écoles catholiques, la vie de l'Église, l'interdiction totale de célébrer les mariages homosexuels et le soutien à la transition sont les recommandations issues de cette conférence. Compte rendu Fademba Keita. La première session statutaire ordinaire de la conférence épiscopale du Mali, qui clôt ses travaux par un communiqué de presse, coïncide avec la fin de la semaine de prière de l'unité des chrétiens. Sous la protection et la bénédiction du Christ, les évêques du Mali ont examiné la vie de l'Église, fait l'autocritique des activités menées en 2023 et ont invité les uns et les autres à une stricte application des recommandations formulées. Au cours de cette session, les évêques ont procédé à l'examen annuel de la vie des institutions de la conférence épiscopale. Cela inclut un focus sur l'Université catholique à Bamako, UKO et UBA, qui suscite la fierté de l'Église et de notre pays. La session a également examiné le fonctionnement du séminaire propédeutique situé à Fantrera dans le diocèse de Sikasso, qui compte 14 séminaristes. Les évêques ont réfléchi sur les défis auxquels l'enseignement catholique est confronté. Les finances de la conférence ont été examinées, de même que le bilan du 52e pèlerinage marial national qui s'est déroulé à Kita en novembre 2023, la conférence épiscopale du Mali appelle les prêtres et diacres relevant de sa juridiction ecclésiastique à s'abstenir de bénir les couples de même sexe. Dans la grâce du Seigneur, le cardinal Jean Zerbo, le nonce apostolique pour la Guinée et le Mali, et les évêques invitent les chrétiens du Mali à toujours accompagner les autorités engagées dans toutes les actions patriotiques ou souveraines. En effet,
L'unité parmi les citoyens joue un rôle vital dans la préservation de la stabilité sociale et la construction d'un Mali meilleur. L'Église demeurera toujours prête à contribuer à la construction du Mali courant. J'exprime ma profonde gratitude envers les autorités du pays, représentées par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, qui nous a honorés de sa visite en début de session. Que Dieu leur accorde la grâce d'une transition réussie. Après avoir félicité le diocèse de Mopti pour la réussite du 52e pèlerinage chrétien catholique de Kita, la conférence épiscopale du Mali s'attend aux mêmes prouesses lors du 53e confié au diocèse de Caille. La viande rouge du Mali a désormais un logo. Il vient d'être présenté au ministre de l'Élevage et de la Pêche et aux autres acteurs de la filière bétail-viande au cours d'un atelier. Le logo permettra aux acteurs de valoriser et promouvoir la viande rouge et ses dérivés. Daouda Koni. Pour renforcer la position de la viande rouge et ses dérivés au Mali, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, en partenariat avec l'interprofession de la filière bétail-viande, IFBV, a initié l'étude de faisabilité de la marque collective et de développement d'un label viande. L'étude a abouti et le Mali a désormais un logo pour le label viande rouge et ses dérivés pour la filière bétail-viande. Cela permettra de valoriser la viande dans le marché national et international. C'est la dernière année du projet. Nous continuerons toujours à accompagner l'interprofession pour qu'effectivement les missions qui sont assignées à cette interprofession puissent être atteintes. Nous espérons que d'ici la fin des PACAO, nous allons récolter les premiers résultats, en tout cas de cette labellisation. L'interprofession bétail-viande peut vraiment vanter de ce nouveau label pour pouvoir représenter le Mali, vendre l'image et la viande du Mali au niveau international. Le gouvernement du Mali se dit engagé pour l'aboutissement du processus. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs ici présents de la volonté des hautes autorités du Mali à soutenir cette initiative qui permettra aux acteurs de la filière bétail-viande de développer et de disposer d'une marque collective permettant de donner une visibilité à leurs produits sur les marchés nationaux et internationaux. La photo du logo a été remise au ministre de l'Élevage et de la Pêche lors de l'atelier de la présentation du label viande rouge et ses dérivés pour la filière bétail-viande du Mali. Le CNIA, Centre national d'insémination artificielle animale, a réalisé 13 029 inséminations en 2023. Le croisement entre les races locales et exotiques a permis une augmentation notable de la production de lait. Quant au budget, il a été exécuté à un taux de 99%. Ces chiffres sont donnés à l'occasion de l'ouverture de la 8e session ordinaire du centre Batraouri. Au CNIA, Centre national d'insémination artificielle animale, les activités programmées en 2023 ont été exécutées à hauteur de souhait. L'utilisation de la technique de l'insémination artificielle a permis au centre d'améliorer les productions des races animales, de préserver et de conserver les races locales. Au titre de l'année 2023, il a été réalisé 13 029 inséminations sur une prévision de 18 000 vaches, soit un taux de réalisation de 72,38%. Ainsi, l'amélioration du rendement laitier des races locales à travers le croisement avec les races exotiques a permis d'augmenter le disponible en lait dans les périurbains de nos villes et son accessibilité à travers l'installation de centres de collecte de lait dans les bassins de production. Au compte des performances du centre, il faut noter que la production de l'azote liquide a augmenté en 2023 pour atteindre une production journalière de 60 litres. Autre point fort de l'exercice 2023, les augmentations de production laitière de 10 litres par jour chez la race locale à 20 litres chez les métis. L'autre satisfaction au CNIA, c'est l'exécution budgétaire au cours de l'exercice écoulé, ce qui a permis une augmentation substantielle du budget pour l'année 2024.
Le budget de 2024 est équilibré en dépenses et recettes à la somme de 701 958 000 francs CFA. Malgré les résultats satisfaisants, le CENIA a fait face à certaines difficultés en 2023. Parmi celles-ci, on peut noter l'insuffisance des financements pour mener à bien les programmes sur le terrain, le retard dans la construction des infrastructures de collecte et de production des semences des races bovines locales. Parlons santé. L'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako et l'Institut national de la santé des États-Unis d'Amérique coopèrent dans le domaine de la lutte contre les maladies infectieuses et la fourniture d'équipements de recherche. Un symposium a réuni à Bamako les chercheurs des deux pays. Les précisions de Batraouri. L'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako entretient de bonnes relations avec le NIH, c'est-à-dire l'Institut national de la santé des États-Unis d'Amérique. La lutte contre les maladies infectieuses et la remise d'équipements de recherche sont les axes majeurs de cette coopération. Chercheurs maliens et américains jettent un regard sur leur partenariat à travers cette journée d'échange. Là, le symposium, c'est pour faire le point de ces 30 années de coopération scientifique et de voir comment nous allons avancer. Parce que nous avons beaucoup d'idées, nous avons beaucoup de projets, on souhaiterait amener à bon port. Of collaboration with investigators in Mali. L'Institut national de santé des États-Unis a une longue histoire de collaboration avec la communauté scientifique malienne, avec l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako, avec les chercheurs de l'URCTB. Cette collaboration a été productive pendant très longtemps et nous sommes engagés à continuer nos relations, à renforcer nos liens pour faire face à certains défis tels que les maladies endémiques au Mali, telles que la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies comme le sida et les maladies émergentes. Le symposium va sans doute donner un nouvel élan à la coopération entre les chercheurs des deux pays, dira l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali. Je vois une amélioration, une progression et une extension de cette collaboration. Le travail qui est fait ici, le travail remarquable qui est fait ici est tellement apprécié de partout que je ne vois aucune raison pourquoi ça ne va pas continuer. Les présentations scientifiques permettront aux deux parties d'avoir une idée claire des activités réalisées dans le cadre de cette coopération. La Fondation Orange Mali au chevet des personnes souffrant de la cataracte. Cette activité clôture ainsi les festivités du mois de la solidarité de la Fondation Orange Mali de l'édition 2023. Le reportage de Salif Ouedraogo. Il s'agit là d'un ouf de soulagement pour cette personne âgée. Elle est à l'image de toutes ces personnes âgées du cercle de Kati qui sont venues pour des soins des yeux. Ces personnes âgées recouvrent la vue après avoir subi une chirurgie. Nous ensemble, c'est qu'il faut que de tels programmes perdurent. Pour aider les populations démunies, les couches vulnérables, les populations dans nos contrées les plus reculées de bénéficier des soins de santé. La Fondation Orange Mali compte dans les jours à venir élargir son champ de solidarité à d'autres zones. Dorénavant, ce n'est plus la consultation ophtalmologique simple, mais il y a d'autres consultations, d'autres secteurs qui seront touchés. Notamment, ils ont parlé de la consultation générale, ils ont parlé aussi des consultations néphrologiques. Donc ça, c'est des aspects qui sont extrêmement importants. Bientôt 2 décennies que la Fondation Orange Mali accompagne les personnes âgées dans le domaine de la santé et de la promotion de la paix. Les personnes du 3e âge sont au cœur de leurs préoccupations. Dans le cadre de nos activités de solidarité, notre fondation entend contribuer profondément à l'accès aux soins des populations, particulièrement les populations des campagnes. C'est dans ce cadre qu'elle soutient les efforts de l'État à travers le ministère de la Santé et du Développement social dans la lutte contre la cécité par le financement d'une caravane ophtalmologique de consultation et de chirurgie de la cataracte à travers tout le pays depuis 2005. La lutte contre les maladies cécitrantes a toujours occupé une place de choix dans les politiques de santé de notre pays, depuis la lutte contre l'onchocercose jusqu'à l'élimination du trachome, dont les conséquences sociales et économiques ont été incommensurables. L'acte gratuit est l'œuvre de la Fondation Orange Mali. Cette œuvre de charité est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Orange Mali et le Conseil national des personnes âgées
sous l'égide du ministère de la Santé et du Développement social. Les Journées nationales du patrimoine culturel et édition 2023 ont été célébrées le 19 janvier dernier à Koulikoro. Les experts de la question ont estimé qu'il faut impérativement impliquer les jeunes dans la promotion et la protection de notre patrimoine culturel. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko et Salif Maïga. Les Journées nationales du patrimoine culturel, édition 2023, ont été célébrées cette année dans la cité de Meguetan. Les acteurs de la culture réunis pour cette circonstance ont échangé autour du thème « Rôle et place des valeurs culturelles identitaires dans l'éducation civique et morale et la construction citoyenne ». Les initiateurs de cette conférence débat ont vu juste d'organiser ici. La région de Koulikoro est chargée d'histoire et elle regorge d'énormes potentialités culturelles. En effet, plusieurs pans de l'histoire du Mali viennent à l'esprit lorsqu'on parle de la région de Koulikoro. Berceau des grands empires, je peux citer par là l'empire du Ghana, du Soso et même du Mali. La région couvre une partie du Mandé originel. Ce territoire qui a vu naître le puissant empire du Mali que Sundiata fonda au XIIe siècle et qui recèle de nombreux lieux de mémoire auxquels sont associées de nombreuses traditions orales. La région de Koulikoro s'illustre par la survivance des sociétés d'initiation. Reste et demeure le foyer de confréries des chasseurs, des croyances et divers esprits qui font l'objet de cultes. Pour atteindre les objectifs escomptés, les acteurs de la culture comptent sur le concours de légitimité traditionnelle, véritable gardienne de notre culture. Je l'ai sollicité 3 fois au CNT pour qu'il pense un peu à mettre en valeur les biens immatériels de Koulikoro. Et si on a délocalisé ici, c'est qu'on commence à penser à moi. Moi, je les remercie, je les félicite. Alhamdulillah. Lors des échanges, les conférenciers ont édifié l'assistance sur l'importance d'impliquer la jeunesse dans la protection et la promotion du patrimoine culturel. Ces jeunes qui constituent la frange majoritaire de la population peuvent jouer un rôle stratégique majeur dans la protection du patrimoine culturel, car constituant un rempart efficace contre les périls qui menacent notre patrimoine que nous avons en partage. Il est à noter avec satisfaction la participation massive de Koulikoroa à cette édition 2023 des Journées nationales du patrimoine culturel. Éducation. Pour la rentrée des étudiants en master, l'université Bazo a organisé une conférence sur le thème « Comment réussir les études universitaires ?» La réponse avec Awa Adama Koulibaly et Sidiki Balo. C'est motivé, prêt à redoubler d'efforts que les étudiants quittent la salle de conférence. À présent, ils ont une nouvelle vision de leur parcours universitaire. Ce séminaire m'a permis d'avoir une vision un peu plus approfondie sur l'orientation de mes aspirations professionnelles après mes études, notamment le choix des filières, mais aussi, si possible, faire le master. Il y a certaines matières que je n'arrive pas à bien comprendre. Et je suis que bon, pour comprendre une chose, il faut avoir la passion de la chose. Pour réussir, il faut un certain mental en fait. Et comment je vois ma vie actuellement, je pense que dès aujourd'hui, je vais aller me mettre en question pour avoir les points faibles et les capacités que j'ai pour pouvoir m'en servir dans le futur proche. Cette confiance retrouvée fait suite aux explications et orientations données par Zakari Yaou, professeur agrégé aux universités CAMES. Un projet universitaire est un projet professionnel et pour le réussir, il n'existe pas de chemin standard ni de temps fixé. L'important est de s'y mettre, nous dit le conférencier. Quand ces étudiants sont dans une logique de réussite, ils doivent pouvoir se donner les moyens pour y arriver et non dire telle la réussi, je dois passer forcément par sa voie. Parce que souvent, les gens n'ont pas les mêmes exercices de succès. Il est important que les étudiants comprennent ce qui les attend. C'est de la rigueur, c'est la ponctualité, mais en même temps, l'assiduité par rapport aux résultats qu'on a attendus. En somme, la réussite des études ou celle de la vie repose sur la motivation, l'organisation et le temps qu'on y consacre. Et la recherche de la connaissance doit être le premier objectif à atteindre. À suivre dans nos programmes ce soir, votre émission Malikora Tassira 2 qui reçoit le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle à 21h
13h30. C'est ainsi que prend fin cette édition. Retrouvez demain à 13h à Wadid Makamara et à 20h Ibrahima Traoré. Merci de nous avoir suivis. Les infos continuent sur www.ortm.ml et toutes nos plateformes digitales. Bonne suite de programme sur ORTM 1.